Bonjour chers internautes, bienvenue sur GTM Magazine. Bienvenue à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller écouter la deuxième partie de notre histoire intitulée Miss Univers. Alors, avant de commencer, on va d'abord vous prier de vous abonner. C'est la meilleure façon pour vous d'écouter toutes nos émissions et d'être à l'affût de nos informations. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, activez la cloche de notification pour que vous soyez informés dès que nous postons une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, comme je l'ai dit tantôt, j'avais voulu parler d'un point que je trouve que ce serait important d'éclaircir à l'opinion publique, puisque la majeure des personnes peuvent savoir ce que c'est, mais beaucoup d'autres peut-être ne le savent pas. Il s'agit du mot enclavé. Qu'entend-on par un pays enclavé? Alors, selon le dictionnaire, il est écrit « Un pays peut être dit enclavé quand il est complètement entouré par un autre. » Alors, dans notre cas, nous, on est entouré par 9 voisins. 9 voisins dont la République du Congo, qui est le Brazzaville, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et l'Angola. Voilà pourquoi on appelle la RDC un pays enclavé. Alors, maintenant, on va passer au deuxième chapitre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le commentaire ou soit par email ou soit par WhatsApp. Je vais vous laisser tous les coordonnées en barre de description ou carrément sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On a déjà reçu quelques questions. On va essayer de retrouver le professeur Kaloubi. Et pour le retrouver, c'est pas facile et c'est pas gratuit, hein, vous comprenez. Mais de toutes les façons, on va faire de notre mieux. Voilà, là maintenant à présent, j'ose espérer que vous vous êtes abonnés, vous avez liké pour nous encourager. Alors, prenez place, allons écouter la deuxième partie de notre belle histoire Miss Univers. Écoutons. De la délimitation de la carte géographique du Congo, j'aurais souhaité vous poser cette question d'actualité avec la construction du barrage de l'Éthiopie. Est-ce que ce n'est pas une façon de se mettre au-dessus de nous ou de couper court à tous nos projets, le projet Dinga? Non, ça se complète. Je vous ai dit ici tout à l'heure, le barrage de Renaissance était prévu par l'Éthiopie parce que l'Éthiopie était aussi en difficulté. Ce barrage allait alimenter une bonne partie. Maintenant, on couple les deux. Le barrage de Dinga et le barrage d'Assouan en Égypte. Maintenant, avec le barrage de Renaissance, on peut faire beaucoup de choses pour alimenter non seulement le pays d'Europe, mais aussi une bonne partie orientale, le pays de l'Asie, qui peuvent aussi être alimentés à partir de barrages de Renaissance. Avec les difficultés que nous avons pour avoir les gaz, pour avoir le courant d'une manière permanente. Donc, c'est un élément important, c'est un élément de complément. Mais à condition que les Africains puissent vivre dans une harmonie parfaite, sans hypocrisie. Là, c'est très difficile parce que en relation internationale, on dit qu'il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Chaque pays voit ses intérêts. Si on peut coupler ses intérêts de façon à ce que chacun tire sa part,
gagnant-gagnant, comme on nous a appris ça par les Chinois. Ça serait intéressant de voir, je peux gagner quoi si je m'associe à vous, je peux perdre quoi si je ne fais pas cette association. Donc, ce sont des projets d'études approfondis qui peuvent être faits de façon à ce que ceux qui s'y engagent tirent des dividendes suffisantes pour leur propre pays. Professeur Louis Kaloubi, venons-en maintenant à la délimitation géographique dont vous venez de parler tout à l'heure. La grande difficulté, c'était celui-là. Le pays, le Congo, enclavé. Impossibilité de venir faire des affaires d'une manière agréable. C'est ainsi qu'aux États-Unis, il y avait d'abord le sénateur Morgan qui avait pensé, disons, transférer une partie des industries américaines vers le Congo. Ah bon? Pour s'y faire, il fallait qu'on trouve des possibilités d'y accéder. Et à cela, les menaces sérieuses sur le Portugal ont conduit à partager l'Angola. Vous avez une partie au sud qui est restée l'Angola classique et la partie du nord qui est devenue Cabinda. Et c'est le Congo qui a coupé en deux avec la pression de cette puissance dont je viens de parler. Donc vous voyez que le Congo en soi, sa position géographique sur la carte du monde joue un rôle non négligeable. Avoir l'accès à l'océan Atlantique, c'est un point focal pour que les puissances puissent donner une valeur réelle à l'occupation de ce territoire qui est devenu le Congo. Donc, avec le Portugal, nous avons fixé des frontières de ce côté de l'ouest particulièrement. Et en contrepartie, on a dû céder quelques territoires que le pôle 2 a perdu du côté de l'ouest Angola. À ce titre, le pôle 2 va foncer vers le sud parce que le Katanga, au départ, ne faisait pas partie des premiers projets qui a été donné aux Allemands. Les Allemands, c'est le 8 novembre 1884 que le pôle 2 a fait aussi un arrangement avec le pouvoir allemand pour fixer les frontières à partir de Rwanda, Burundi, Tanganyika. Et il fallait qu'à ce moment-là aussi qu'il y ait beaucoup d'éléments qui interviennent pour que les frontières soient fixées avec netteté. On s'est disputé la rivière Ruzizi. Je me souviens que dans la première carte, le lac Kivu en entier était au Congo. La rivière Ruzizi était aussi en entier au Congo de part et d'autre, rive gauche et rive droite. Mais c'est un peu plus tard, suite à certaines négociations qui seront menées avec l'Allemagne, qui a commencé à avoir des ambitions de mesurer que le Congo va perdre une bonne partie de ça. Mais l'Allemagne, à son tour, va peser sur le Portugal pour qu'il nous cède une place. C'est ainsi que vers le sud, vous avez le Namibie qui est presque contigu aussi à l'Angola, et une base se prolonge jusque chez nous. La fixation des frontières pour avoir une carte précise de l'État congolais n'a pas été facile, mais finalement, les Allemands poseront un problème plus tard, après le Portugal. Ils poseront un problème d'avoir un droit de regard sur le Congo. Mais qu'à cela ne tienne, revenons aussi à la France. La France est une puissance voisine, avec le Brazza qui se disputait avec Stanley l'entrée au Congo. Stanley avait déjà occupé une bonne partie de la rive gauche du fleuve Congo et même la rive droite à partir de Stanley Pool. À ce moment-là, les négociations entamées par le pôle 2. Stanley Pool aujourd'hui C'est devenu le pôle ville. Les négociations entamées par le pôle 2 ont fini par faire que la France accepte de nous laisser la rive gauche, moyennant certaines compensations. Alors, comme le pôle 2, un bon stratège, avait déjà occupé une bonne partie de Pointe-Noire et une bonne partie de Kwilunyari. Il y avait 12 stations. On devait céder ces stations à la France. En contrepartie, on laisse la rive gauche et le commandant qui était ici, Malamine, un Sénégalais, était obligé de reprendre la route pour traverser le fleuve et rentrer vers ce qu'on appelle aujourd'hui Brazzaville, la capitale. Voilà comment nous récupérons la partie qu'on appelle le Bourville aujourd'hui.
que vous êtes expert en histoire des relations internationales, vous êtes professeur des universités. Au regard de ce que vous êtes en train de nous dire à propos de l'histoire des origines de notre pays, de sa délimitation, et un pays qui est convoité presque de tout le monde, vous venez de rédiger un ouvrage intitulé « La République démocratique du Congo dans la géopolitique mondiale ». Mais au-dessus, nous voyons, vous avez écrit « Source de la victoire des États-Unis sur le Japon ». Alors, pouvez-vous nous expliquer d'abord le lien entre ces premiers grands titres, source de la victoire des États-Unis sur le Japon et la République démocratique du Congo dans la géopolitique mondiale? L'ouvrage est écrit par vous-même. Oui, c'est vrai, parce que la première mouture que nous avons réalisée s'arrêtait tout simplement à la République démocratique du Congo dans la géopolitique mondiale. L'ouvrage devait être publié par Amazon. Il était question de trouver un titre qui attire les Américains, qui puissent lire, les Canadiens, etc. C'est ainsi, à l'intérieur du texte, nous avons parlé de l'importance du sous-sol congolais qui a permis, justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux puissances des États-Unis d'Amérique, alliées à la Russie, alliées à l'Angleterre, à la France, ce qu'on a appelé les alliés, ont eu la victoire, notamment sur le Japon. Alors, il aurait fallu que les Américains s'intéressent d'abord à la production des lignes minières du Haut-Katanga de l'époque. M. Sanger, qui était un des responsables de l'administration de cette société, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est installé, évidemment, à New York, au port, où il a stocké un bon nombre de minerais.